Et donc, bienvenue à ce débat. C'est notre premier débat en ligne à l'ISS. C'est une activité, des activités habituelles qu'on tient à l'ISS normalement en présence. Et on trouvait que c'est aussi habituellement des journées entières. Je trouvais qu'une journée entière en ligne, ça n'a pas beaucoup de bon sens. Et c'est comme ça qu'on en est venu à décider d'organiser des panels d'une part et des balados. Et j'espère que vous avez eu l'occasion d'aller entendre les balados. Ces balados-là ouvrent une série qu'on va maintenir, qui va être une série sur les inégalités sociales de santé et pas nécessairement toujours en temps de pandémie, mais en général, parce que ça ne manque pas, comme vous le savez. Alors, avant de vous parler du débat, je veux remercier d'abord les panélistes et les baladistes qui ont accepté de participer parce que c'est les personnes qui vont devenir partager et leur expérience et leur expertise. C'est vraiment particulièrement intéressant et fascinant d'entendre ce que vous avez à dire. Moi, j'ai eu la chance de parler à plusieurs d'entre vous déjà. Alors, je suis très heureuse. Je veux aussi remercier ma collègue Catherine Desrivières-Pigeon, que vous voyez, qui est prof en sociaux et directrice du doctorat interdisciplinaire en santé et société. J'ai joué le camion balai, je ne sais pas si ça va fonctionner. A priori, oui. Oui, oui. C'était pas moi, ça, Joanne. Je sais. Non, ça va, Catherine. Ça marche? Bonjour, oui, bienvenue. Bonjour tout le monde. Oui. Très heureuse de faire ce colloque avec vous aujourd'hui. C'est ça. Catherine était au début de l'organisation du colloque, une de celles qui a dit oui, il faut y aller parce que évidemment, on n'est pas les seuls à réaliser qu'il y a des inégalités sociales de santé et que les inégalités sont approfondies en temps de pandémie. Mais finalement, et avec aussi le soutien de Catherine et notre collègue Mathieu qui était là au début avec nous, mais qui n'est pas là actuellement, on s'est dit, il faut continuer de parler, il faut continuer de dénoncer, il faut continuer de chercher des solutions, il faut continuer de nommer les choses. Je veux aussi évidemment remarquer la personne que vous ne voyez pas qui se cache derrière Institut Santé Société, qui est Kate Bouchard, la coordonnatrice de l'Institut. On sait tout le monde que sans Kate, ce genre d'événement ne serait pas possible. Et je tiens à souligner, parce que des fois, quand on présente une coordonnatrice, on la présente comme les personnes qui font toute la logistique, ce qui est vrai dans le cas de Kate, mais ce qui est aussi vrai, c'est qu'elle participe aux discussions, qu'elle apporte ses idées, qu'elle propose des personnes à contacter. Donc, c'est une membre de l'équipe à part entière. Aussi, je tenais à souligner ça. Pour celles et ceux d'entre vous qui connaissaient déjà l'Institut Santé Société, vous savez que la plus de 100 et quelques membres, professeurs, et en tout cas, je ne sais plus combien on est rendu, 400, je pense, travaille sur beaucoup de domaines de la santé, bien entendu, mais il y a une préoccupation qui rejoint à peu près tout le monde, c'est la dimension des inégalités sociales de santé, et c'est pas par hasard qu'on est santé et société, où on regarde la santé comme émergent de les conditions de vie dans lesquelles sont les personnes. Alors, ça explique, et je pense que, j'imagine comme moi, comme plusieurs d'entre nous, au fil de la pandémie, on a tous été comme, enfin, je vais parler pour moi, mais souvent désemparés. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour ces... Moi, ça va, tu sais. J'ai pas perdu mon emploi, j'ai des conditions de vie décentes. C'est pas ça, là. Bon. Alors, c'est difficile de savoir quoi faire, mais une des choses qu'on constate tout le monde quand on regarde, c'est oui, mais on le savait. Je veux dire, on savait que confiner des personnes, ça aurait un impact sur la violence domestique. On savait ça. On savait la santé mentale. On savait que d'arrêter d'offrir des services aux personnes handicapées, ça aurait un impact. On savait. Puis, on est, au Canada en particulièrement, un pays qui veut intégrer l'ADS+,
dans toutes ces politiques. C'est-à-dire qu'on devrait toujours, quand on met en place des politiques, réfléchir aux impacts différenciés sur différents groupes sociaux. Mais en situation d'urgence, c'est pas ça qui s'est passé. On peut comprendre, parce que comme être humain, on sait qu'on réagit différemment en situation d'urgence, mais et c'est là, on s'est dit avec le débat, oui, on va parler des effets, c'est l'objectif du panel aujourd'hui, mais on va parler aussi des problématiques systémiques, des mécanismes systémiques qui font que c'est là, puis que tout ce qu'on fait quand on agit sans s'en préoccuper, c'est de creuser les inégalités. Puis on va aussi essayer de parler des solutions. Et on a opté aussi pour une posture qui est, on ne va pas blâmer un groupe ou un autre en disant, eux autres auraient dû faire ça, ou ils sont méchants, ils sont pas gentils. On va plus regarder socialement comment on se situe, comment on s'est créé un espace pour un espace de vie dans un pays riche et relativement égalitaire quand on se compare, pour avoir des trucs où en cas d'urgence, on nous dit on va sauver le système de santé plutôt que nous dire on va sauver les personnes. Et on trouve que c'est le choix. Donc, on va se poser la question un petit peu, idéalement, comme société. Rien de moins. On n'est pas. On a choisi de circonscrire le débat sur des considérations locales, donc essentiellement au Québec. Il y aurait toute la légitimité pour élargir et pour réfléchir aux inégalités géographiques internationales. On a choisi de se concentrer, et même en faisant ça, avec nos panels, avec nos balados, on ne couvre pas le 10e des phénomènes, des inégalités creusées. Mais on va au moins couvrir celle-là et on va au moins aborder. J'arrête de parler parce qu'aujourd'hui, notre panel et je suis très heureuse d'accueillir 3 collègues qui vont nous parler bien entendu des effets. Donc, comment les mesures ont eu des impacts sur les inégalités, qui vont nous parler chacune dans leur domaine des échos du terrain ou des échos de la recherche aussi. Et on va se questionner aussi sur la claire, je dirais, posture hospitalo-centrique qu'on a prise autour de la crise. Donc, c'est parmi les éléments qu'on va aborder. La première personne qui va nous parler, c'est Kim Lavoie, qui est professeure au département de psychologie de l'UQAM et titulaire de la chaire de recherche en médecine comportementale. Et notamment, elle co-dirige une étude internationale sur les mesures gouvernementales entreprises pour indiquer le virus de la COVID-19. C'est le projet iCare. Et WeCare, en français, c'est intéressant aussi. Se brûlera-t-on les ailes? Et son expertise de recherche comprend l'impact du stress psychologique et le développement et la progression des maladies chroniques, les mécanismes psychophysiologiques et comportementaux qui relient le stress psychologique aux maladies et la médecine comportementale. Nous accueillons aussi Lise Gervais, qui est coordonnatrice du développement et de la liaison au sein de Relais Femmes, qui est un organisme qui, entre autres choses, fait le lien entre les groupes de femmes et l'université, en particulier avec l'UQAM et le service aux collectivités, dont Lise a fait partie du comité des services aux collectivités pendant 20 ans, Lise. On a commencé ensemble. Donc, elle est de formation, elle est travailleuse sociale. Elle œuvre en milieu associatif et dans divers milieux depuis la fin des années 70. Et elle a notamment travaillé dans le secteur jeunesse, dans l'éducation populaire et les groupes de femmes. Aussi, enfin, on a avec nous Shirley Desimon, qui est vice-présidente de la Fédération interpersonnelle de la santé au Québec, responsable du secteur sociopolitique et solidarité et co-responsable du secteur conditions féminines au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal.
Elle est une infirmière clinicienne en santé communautaire et elle œuvre beaucoup auprès d'une population dite marginale et vulnérable et est préoccupée par l'accessibilité aux soins de santé pour toutes et tous. Alors, je crois que c'est un panel impressionnant, ce qui signifie que je pourrais justement me taire. Et ensemble, on a décidé que ce serait d'abord Kim qui nous parlerait des résultats de sa recherche. Ensuite, Lise va nous parler, ensuite Shirley. Elles vont nous parler 10-15 minutes chacune. Et ensuite, nous allons parler tout le monde ensemble et elles vont se parler entre elles aussi. Alors, si ça vous convient, tout le monde, et si vous êtes prêtes, mesdames, Kim peut aller de l'avant. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup pour l'introduction et pour l'invitation à l'ISS. Ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partager quelques données de notre étude iCare ou iCare et je vais aller assez vite pour laisser le plus de temps possible à la discussion. Alors, voilà, j'ai rien de pertinent pour la présentation au niveau de mes conflits potentiels. Le plan, je vais commencer par vous donner une petite aperçu de l'étude iCare. Ensuite, je vais focuser surtout sur quelques résultats qui mettent l'emphase sur justement les inégalités sociales qu'on a pu observer. Un petit mot à la fin sur la vaccination, parce que c'est ça le comportement ciblé à l'heure actuelle. Et je vais conclure pour passer le bâton à mes collègues. Alors, le 11 mars, l'OMS a déclaré le virus SRAS-CoV-2, le virus qui cause la maladie COVID-19, une pandémie mondiale. Et la clé pour ralentir la propagation du virus a été toujours l'adhésion du public aux consignes de santé publique mises en œuvre à travers du monde. Cependant, le respect de ces consignes implique des changements comportementaux qui peuvent entraîner des coûts personnels, sociaux et économiques importants qui peuvent être exagérés parmi des groupes défavorisés. Alors, un petit aperçu de l'étude iCare. Je vais vous présenter juste une aperçu très large, mais l'objectif en général, c'était de recueillir des données clés sur les connaissances, les attitudes et les comportements, y compris les attitudes et les intentions de vaccination des gens, en ce qui concerne les mesures liées à la COVID et aussi de mesurer l'impact de ces consignes et ces mesures sanitaires. Ça comprend un sondage mondial de convenance ainsi que des sondages représentatifs dans des pays cibles, Canada, France, Brésil, entre autres. Et qu'est-ce qu'on regarde aussi, c'est que, alors c'est comme une banque de données monstrueux. Alors voici nos sondages. On va merger avec nos sondages les données sur les politiques au niveau national dans chacun des pays. Ça part du Oxford Policy Tracker base de données. On va aussi importer des données du Johns Hopkins qui nous donne l'aperçu de l'état des cas, des décès, etc. Et aussi des données de Google Mobilité. Voici juste un aperçu de notre échéancier. Alors, vous voyez ici dans la flèche vraiment les moments de nos publicités pour le sondage qui est disponible en tout temps. Et qu'est-ce que vous voyez par les drapeaux? C'est tous les sondages représentatifs qu'on a fait dans différents pays à travers du monde. Et tout ça, c'est toujours en cours. C'est vraiment une collaboration internationale. On compte à l'heure actuelle plus que 200 collaborateurs internationaux provenant de 41 pays. Nous avons beaucoup de partenaires internationaux et le sondage lui-même est disponible dans 34 langues à travers du monde qui donne vraiment accès à presque tout le monde au monde. Nous avons même des collaborateurs en Iceland, comment on dit ça en français? Je m'en souviens plus. En tout cas, bon. Alors, le sondage lui-même comprend 5 modules. On va bien sûr évaluer des facteurs sociodémographiques, l'état de santé, des comportements liés à la santé, les connaissances, perceptions et adhésions aux consignes sanitaires auto-rapportées par des gens. On va mesurer qu'est-ce qui préoccupe des gens en lien avec la COVID. On parle des préoccupations en lien avec la santé, leur état financier, les préoccupations plus larges au niveau social. Pourquoi? Parce que c'est un déterminant super important pour l'adhésion. Et aussi, on va évaluer, comme j'avais mentionné, les impacts de toutes ces consignes sanitaires au niveau de la santé physique, mentale, sociale et au travail.
À l'heure actuelle, ça c'est en date de 19 avril. On compte maintenant presque 100 000 répondants à travers du monde et nos participants viennent d'un peu partout. L'aperçu en termes sociodémographiques de notre échantillon de convenance, on a une bonne représentation des gens en Amérique du Nord, en Europe, en Moyenne de l'Est, en Afrique, en Asie et en Australie. C'est un échantillon qui comprend un peu plus de femmes, bonne représentation des différentes tranches d'âge. La plupart des gens ont des emplois. La plupart des gens sont dans le tertile moyenne pour les revenus. C'est quand même un échantillon, dans notre échantillon de convenance, plus éduqué. Qu'on compense avec ça dans nos échantillons représentatifs et on compte à peu près 1/3 de l'échantillon qui rapporte avoir au moins une maladie chronique au départ. Alors maintenant, pour quelques résultats, et je vais commencer juste pour mettre un peu en perspective où se retrouve le Canada au niveau des impacts comparativement à d'autres pays. Alors, au niveau des impacts sur la santé mentale, qu'est-ce qu'on peut observer? C'est à peu près 1/3 du monde, au monde, est fortement affecté par des symptômes importants d'anxiété. On a aussi des gens qui rapportent être déprimés, être isolés socialement, frustrés. Et juste où se retrouve le plus d'impact sur la santé mentale, c'est effectivement chez les pays qui ont des plus mauvaises outcomes en termes de cas et décès au monde. Et on retrouve ici les États-Unis et Brésil. Voici le Canada, toujours entre les deux, entre la France et le Taïwan. Pourquoi le Taïwan? Parce que c'est parmi les pays qui ont eu des meilleurs outcomes en lien avec la COVID. C'est là où le taux de cas et les décès, c'est le plus faible au monde. Elle est juste pour voir, déjà là, on peut voir un lien direct entre les impacts de la pandémie, la maladie lui-même, à plusieurs niveaux, et les impacts sur la santé mentale. Les impacts sur les comportements de la santé, ça, c'est les gens qui rapportent être moins actifs, manger moins bien, consommer plus d'alcool, consommer plus de drogue. Encore là, c'est des comportements qui sont très importants côté social. On voit aussi que globalement, à peu près 1/4 des gens rapportent être beaucoup moins actifs. Ça peut avoir des impacts importants sur la santé. Encore une fois, c'est les États-Unis et le Brésil qui rapportent se comporter le moins bien, mais on voit quand même qu'il y a une augmentation importante dans la consommation de l'alcool et de la drogue. L'impact sur les accès aux soins maintenant, qui est encore un outcome très important, ça c'est le pourcentage des gens à travers du monde qui rapportaient avoir annulé un rendez-vous médical ou avoir évité une visite à l'urgence. Alors, on compte presque 1/4 du monde avoir rapporté ça. Encore une fois, US et le Brésil sont les pires. Le Canada se retrouve ici, mais quand même, une personne sur 5 au Canada rapporte avoir évité se présenter à l'urgence, d'aller voir le médecin, qui est assez important. Ça peut avoir des répercussions très, très, très importantes à plusieurs niveaux. Maintenant, emploi et impact financier, encore une fois, les gens qui ont rapporté avoir perdu leur emploi ou bien qui s'est fait couper ses heures, 10 à 15% à travers du monde. Encore une fois, on retrouve le US et le Brésil comme étant les plus affectés. Le Canada se retrouve ici. Mais une autre donnée super importante sur le graphique, c'est les petits barres en vert. C'est la proportion des gens qui rapportent travailler beaucoup plus depuis la pandémie. On compte 20% du monde qui rapporte avoir travaillé plus. Je pense que, je ne sais pas vous autres, mais moi, je me compte parmi cette 20%-là très facilement. Vous avez juste à faire une étude sur la COVID-19 pour que ça se passe. Mais en tout cas, tout ça pour dire, imaginez les répercussions en termes de stress, surcharge de travail, les inégalités ou bien les imbalances au niveau de la conciliation entre la famille et le travail. Quel genre de problème est-ce que ça peut créer ici? Et on compte ici presque 1 personne sur 5 au Canada qui rapporte ça. Maintenant, les impacts de la pandémie chez des populations vulnérables, et moi, ici, je vais focuser sur sur la population canadienne.
Voici, pour les mêmes variables, les impacts sur la santé mentale chez des gens qui se déclarent être une minorité visible. Alors, c'est essentiellement des caucasiens versus des non-caucasiens. Et qu'est-ce qu'on voit très clairement, c'est pour tous les variables au côté santé mentale, et ça, c'est pour des données en juin, alors vraiment lors de, en fait, début de la deuxième vague, et en novembre, qui était le début ou en plein milieu de la troisième vague, à quel point les gens qui se déclarent être une minorité visible étaient plus anxieux, déprimés, isolés, frustrés et suspicieux. Et ça, c'est vrai pour des deux périodes dans le temps. Et une autre chose qu'on voit aussi, qui est aussi significatif, c'est que ça empire avec le temps. OK? Ça empire avec le temps. Impact sur le travail et le revenu, c'est essentiellement les mêmes tendances. On voit que les gens qui se déclarent être une minorité visible avaient plus tendance à rapporter avoir perdu leur emploi, il y avait des difficultés à payer leur hypothèque ou leur loyer, puis il y avait des difficultés à payer pour la nourriture. Encore une fois, c'est des tendances qui se sont empirées avec le temps. Maintenant, les impacts sur l'accès aux soins, exactement les mêmes tendances. Il y avait plus de minorités visibles qui ont annulé des rendez-vous médicaux, qui déclarent avoir eu des problèmes avec l'accès aux soins non liés à la COVID. Alors, c'est encore là des choses qui se sont empirées avec le temps, toujours plus significatif chez des gens qui étaient des minorités visibles. Pour exactement les mêmes variables, les mêmes outcomes, impact sur la santé mentale maintenant chez des gens vivant sous le seuil de pauvreté. Au Canada, c'est les gens qui déclarent avoir un revenu annuel familial en bas de 60 000 par année. C'est la même histoire au niveau de l'anxiété, dépression, isolement, et pour tous les variables en termes d'impact sur la santé mentale, c'était plus élevé chez des patients, ou pas des patients, sur les gens qui vivaient sous le seuil de pauvreté. Encore une fois, c'est des choses qui empirent avec le temps. Les impacts sur le travail et le revenu, encore une fois, c'est le même pattern de réponse. C'est les gens plus pauvres qui étaient plus affectés par les coupures, par les pertes d'emploi, plus de difficultés pour payer pour la nourriture et pour leur hypothèque. Encore une fois, c'est des choses qui empirent avec le temps. Maintenant, les impacts sur l'accès aux soins, c'est les mêmes histoires. Encore une fois, c'est les gens plus pauvres qui rapportent avoir plus de difficultés à avoir accès aux soins, soit par eux-mêmes, ils ont soit annulé par eux-mêmes, aller à l'hôpital ou se présenter pour leur rendez-vous, ou bien avoir des difficultés à accéder à des soins non liés à la COVID. Même chose dans les deux temps. Maintenant, pour terminer, les intentions de se faire vacciner, c'est un sujet très hot à l'heure actuelle et c'est quelque chose qu'on étudie de façon très proche. Voici les tendances au niveau des intentions de se faire vacciner à travers du Canada entre avril 2020 et mars 2021. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que ici, qu'est-ce qu'on voit, c'est la proportion des gens, et ça, c'est de nos échantillons représentatifs maintenant. Alors, il n'y a pas de biais au niveau de l'éducation homme-femme, c'est 50-50 dans tous les cas. On voit qu'à peu près 2/3 des Canadiens rapportaient des intentions positives de se faire vacciner. Ça veut dire qu'ils ont déclaré être extrêmement susceptibles de se faire vacciner contre la COVID-19. On a vu à travers le temps que cette tendance avait légèrement diminué, surtout juste avant les fêtes, et maintenant, c'est à la hausse, qui est des bonnes nouvelles. Mais si on regarde excusez-moi, j'ai tout expliqué ça déjà. Mais si on regarde le profil des Canadiens qui sont hésitants, c'est ça ou c'est peut-être plus pertinent pour notre discussion? C'est en général plus de femmes que d'hommes. C'est plus des gens qui sont en bas de 50 ans. C'est plus de minorités visibles. C'est plus des gens qui ont moins d'éducation et c'est plus des gens qui ont un revenu plus faible. Alors, tout ça pour dire, les gens qui se disent moins portés à se faire vacciner sont à la base les gens qui sont non seulement plus à risque pour la COVID, à cause qu'ils occupent plus d'occupation, qui va augmenter leur exposition au virus, mais c'est aussi des gens qui risquent d'avoir des complications plus sévères en étant malades avec la COVID, mais c'est aussi des gens qui vont potentiellement moins en profiter de la protection des vaccins parce qu'ils ont moins d'intention de se faire vacciner pour diverses raisons.
Alors, juste pour résumer, je vous donne juste un aperçu des grandes lignes de certaines de nos données. On a beaucoup plus de données et je suis là pour répondre à certaines de vos questions. Mais c'est sûr que la pandémie et ses mesures de prévention nous ont tous impactés de manière significative, mais ils ont eu un impact disproportionné sur des groupes socialement défavorisés et amplifié des disparités pré-pandémiques. Alors, nous avons la responsabilité sociale de comprendre les besoins de ces populations afin de combler ces disparités si nous voulons vraiment atteindre l'équité sociale en santé du Québec et dans le monde, et surtout en lien avec la pandémie de COVID-19. Merci beaucoup. Ah, très rapidement, toujours des remerciements à mon monde. J'oublie tout le temps à la fin. Il y a toujours cette petite diapo, mais c'est juste de remercier toute mon équipe au Centre de médecine comportementale de Montréal, qui est mon laboratoire, toutes mes agences subventionnaires. Et voici le petit infographique de notre célébration d'1 an qui est sorti en mars. Ça vous donne aperçu de tous nos accomplissements et toutes nos représentations dans les médias, etc. Et si vous avez 15 minutes, je vous invite tous à remplir le sondage qui est toujours disponible en ligne à cet lien-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kim. Je vais tout de suite demander à Lise de prendre la parole pour qu'on entende nos 3 panélistes d'abord, parce que si on embarque dans la discussion entre, on n'en sortira jamais. Alors, Lise, s'il te plaît. Merci, merci Joanne. Donc, en fait, je me sens un petit peu en porte-à-faux après une si brillante présentation et en plus, en regardant qui vous êtes, il y a beaucoup de monde qui pourrait faire une présentation plus savante que la mienne. Mais bon, j'ai Joanne Saint-Charles m'a embarquée dans cette aventure et en fait, il y a une perspective que je vais situer. Je suis féministe, féministe ancrée, vieille féministe ancrée, mais quand même qui s'ouvre à d'autres types de perspectives. Et je trouve que la pandémie est révélatrice d'une première chose qui est comment la société se fie sur le travail genré, qui fait en sorte qu'on s'attend à ce que les femmes fassent gratuitement le travail de soins, de care, de maintien de tout un équilibre social qui, avec la pandémie, a été mis et ébranlé. Et je trouve que on prend pour acquis que les femmes vont s'occuper des enfants, que les femmes vont s'occuper des malades, que les femmes vont s'occuper de leurs proches. Et en fait, la société a raison parce que les femmes le font. Parce qu'on est socialisé pour prendre soin et cette façon de faire-là, elle contribue à maintenir une égalité fondamentale auquel se rajoute une inégalité sociale auquel on est pris, qui est la racialisation de notre marché du travail. Les jobs difficiles sont faits par des femmes noires. Et ça, on n'en parle pas ou peu. Elles sont devenues nos anges gardiens à un moment donné. On a voulu leur donner un statut. Il y a beaucoup, beaucoup d'euphémismes, de drôles de modalités. On a voulu les protéger, En fait, tout pour ne pas regarder le fondement de ces inégalités, qui est le rôle traditionnel des femmes et la perspective raciste d'une société. Donc, cela étant dit, on ne passera pas 10 minutes là-dessus, mais je pense que c'est en trame de fond pour l'ensemble des autres conséquences et effets de la pandémie. Sur la question, je n'irai pas dans le détail, mais c'est clair qu'il y a eu, d'ailleurs, Joanne en a parlé rapidement, allez nous écouter toutes les deux en balado où on décrit plus les inégalités vécues par les femmes. Mais c'est clair que la question de la santé mentale est centrale, principalement à cause de la surcharge mentale que les femmes ont dû donc concilier travail, famille, aide, maintien,
préoccupations sociales. Donc là-dessus, c'est un enjeu et même très, très jeune, on a vu le taux de médicalisation des jeunes filles se grossir de façon importante et significative pendant notamment la deuxième vague, là, plus cet automne. On a parlé rapidement, Kim en a parlé de la perte d'emploi. Au Québec, les femmes ont perdu plus leur emploi que les hommes. Étonnamment, malgré le gros investissement en santé et en services sociaux, donc qui sont des métiers traditionnellement féminins aussi. Fait qu'imaginons s'il n'y avait pas eu cette charge-là, le nombre de pertes d'emploi aurait été encore plus considérable. Sur le marché du travail, le type d'emploi occupé par les femmes sans protection fait en sorte qu'elles se sont retrouvées très, très, très fragilisées. Et donc ça, c'est aussi peu pris en considération dans la reprise. Quels postes ont été repris? La construction est repartie rapidement. Ce n'est pas des métiers. Le commerce au détail a pris un certain temps. Donc, ce genre d'inégalité qui s'est perpétuée a été importante. Une des choses qui est une des préoccupations que Relais et que moi, personnellement, j'ai, c'est la question des groupes communautaires. Puis j'aimerais vous en parler un peu comme à la fois sources qui agissent sur les inégalités, mais qui ont été aussi porteurs de propres inégalités au sein des organisations. Les groupes communautaires, c'est une nébuleuse. Melucci parlait d'une nébuleuse au pourtour variable et à densité indéterminée. Ben, ça veut dire toutes sortes d'affaires, le secteur communautaire. Mais le secteur communautaire a été sur le front de la lutte et sur les conséquences de la pandémie. Et quand on regarde, et pourquoi je vous en parle, c'est notamment parce que c'est 80% de femmes qui occupent les postes dans le secteur communautaire. Ces 80% de femmes sont habituellement, en tout cas dans les études plus scolarisées que la moyenne québécoise et ont de moins bonnes conditions de travail et ont moins de sécurité d'emploi, assurance, accès à des avantages sociaux. La pandémie a révélé ça et a mis ça en exergue. Je vais vous donner quelques exemples. Dans la première vague, donc si on parle du printemps l'année dernière, les groupes communautaires qui travaillaient aux besoins de base, alimentation, nourriture d'urgence, ont eu une augmentation importante de leur charge de travail. On n'en a pas entendu parler. Notre premier ministre n'a pas fait de remerciements pour... mais tout ce travail de maintien de la cohésion sociale, de faire en sorte que les gens ne soient pas radicalement mal pris, c'est des groupes communautaires qui l'ont fait et c'est des groupes communautaires où des femmes travaillaient. Ces femmes-là, habituellement, sont payées très, très peu. Et un des effets qu'on a vus, c'est quand est arrivée la PCU, une étude récente montre que plus de 20% des personnes des groupes communautaires sont passées à la PCU parce que c'était plus payant, même s'il y avait encore des salaires. Donc, on s'aperçoit que de la précarité de ce secteur d'emploi, je rappelle qu'il est un secteur féminin, un secteur qui vise à améliorer la vie de tous, mais qui se fait souvent au détriment de la vie de ces propres personnes-là, de la condition de vie de ces personnes-là. Et je trouve qu'il y a un exemple qui a été patent. Non, je vais commencer par l'autre. La charge de travail a été considérablement augmentée pendant la pandémie. C'est sûr qu'il y a eu des groupes qui ont fermé leurs services, mais il y a eu beaucoup de groupes qui ont maintenu des services. Maisons d'hébergement, soutien, restos populaires, ils sont nombreux à avoir continué à travailler même pendant le grand confinement du printemps dernier. Dans ces groupes-là,
c'est rajouter l'ensemble des mesures sanitaires à appliquer et il n'était pas prioritaire pour la santé publique. Je me souviens d'une fille de maison d'hébergement qui a trouvé des ressources pour organiser la sécurité sanitaire dans une ressource d'hébergement pour femmes victimes de violences par le Médecins du monde. Parce que la santé publique n'avait pas le temps de s'occuper de... Hein, ce n'était pas prioritaire. Ça arrive toujours après. Peut-être à raison, mais il reste qu'elles ont été laissées à elles-mêmes. Elles ont dû penser les mesures sanitaires et elles les ont appliquées. C'est elles-mêmes qui appliquent en plus les mesures sanitaires. Donc, la charge de travail, elle est multipliée de plusieurs ordres et les conditions des personnes avec lesquelles elles travaillent, elles se sont détériorées aussi. Les besoins de base sont précaires. La tension, Joanne en parlait, il y a eu, les féminicides ont augmenté de façon importante et au début de la pandémie, les femmes n'allaient pas en ressources d'hébergement parce qu'elles étaient craintives, les services n'étaient pas... Donc, il y a eu toute une période de flottement et les maisons d'hébergement, si on prend cet exemple-là, ont sonné l'alarme dès mars 2020 en disant il y a quelque chose qui est en train de se passer, on ne s'en occupe pas et ça a pris en fait, ça a pris les 10 morts de cet automne, de cet hiver pour qu'on réagisse enfin et qu'on se dise il y a un problème majeur ici. Il y a eu un exemple absolument triste, c'est l'accueil Bonneau. L'accueil Bonneau, qui est un service pour les personnes itinérantes. Il est vrai qu'il y avait à l'époque une démarche de syndicalisation, mais les salariés de l'accueil Bonneau ont été mis à pied et remplacés par des agents de sécurité pour assumer les tâches d'application des mesures sanitaires. Ce que ça fait, c'est que ça démontre une perspective du travail, à quoi on utilise les organisations communautaires dans cette période de pandémie. Et je rappelle, des organisations communautaires où c'est des femmes qui travaillent, où c'est des faibles salariés. On fait en sorte que des emplois d'intervenants, d'appui aux personnes ont été remplacés par du gardiennage. En fait, on est dans une logique où on voulait plus contrôler la population que supporter la population. Et là-dessus, je ne veux pas rentrer trop dans le détail parce que c'est toute une autre question que les inégalités, mais la tentation totalitaire me semble assez présente et c'était un exemple qui me semble important. Je ne rentrerai pas dans les effets sur les conditions de travail des femmes qui sont en santé, parce que Shirley va nous en parler, c'est sa spécialité et elle est là pour ça. Mais nous, on a retrouvé, on a constaté que de nombreuses personnes ont quitté les groupes communautaires pour aller travailler ou en tout cas suivre la formation de préposés quand il y a eu l'ouverture gouvernementale parce que ça donnait de la sécurité et ça augmentait et ça doublait le salaire annuel des personnes. Donc, ça a mis aussi en évidence tout un secteur d'emploi qui est supporté par le gouvernement, mais pourquoi on le supporte? Pour ne pas investir dans le public, pour faire de la sous-traitance ou pour faire en sorte qu'il joue un vrai rôle. Et je pense que là-dessus, la pandémie a mis en exergue la tension entre groupes communautaires qui visent à améliorer les conditions de vie et groupes communautaires, source de services à bas prix. Donc, on est dans cette double tiraillement-là et ça a été, et je rappelle, c'est des femmes qui font le prix, qui payent le prix de cette situation-là. Dernière chose, parce que j'ai l'impression que je parle toujours trop, comment les employeurs ont réagi à cette situation-là? Les groupes communautaires sont aussi des employeurs. Et on a vu, je vous dirais, 3 cas de figure des archétypes. Le premier, c'est
il ne se passe rien. On fait comme si de rien n'était. On applique les conditions de travail comme donc les personnes travaillent chez elles, mais avec leur ordinateur, leur lien Internet, aucune compensation. On fait ça. Et toute la détresse, le stress, l'anxiété que Kim nous montrait, il traverse aussi nos milieux de travail. Donc, et aucune prise en charge de ça. Un autre côté, des employeurs qui, au contraire, vont investir, ont donné des journées de congé COVID, ont fourni de l'équipement pour les personnes qui avaient à travailler à distance, ont mis de la ressource. Donc, mais on a des univers de différence entre les deux. Des journées de congé COVID, des soutiens, des moments pour défouler, plein de mesures diverses et variées pour faire en sorte que les personnes se sentent bien. Ceux qui ont fait comme... Et d'autres qui ont carrément, je reprends l'accueil Bonneau qui est peut-être le pire des exemples, mais qui ont fait en sorte que des personnes se ramassent mises à pied sans trop savoir quand ils vont être appelés et tout ça, et sans même utiliser les mesures disponibles pour maintenir, par exemple, des gens en poste et tout ça. Donc, où, dans le fond, la question des conditions de travail n'est pas une préoccupation. Fait qu'on est plus sur la mission, on veut aider le monde, mais pas les personnes qui y travaillent. Donc, c'est la contradiction de ce milieu-là. Des personnes qui travaillent à améliorer les conditions de vie se retrouvent elles-mêmes dans des situations de précarité importantes. Je vais terminer avec, en fait, la fin ou la suite, je devrais plutôt dire. Le gouvernement de la CAQ a mis sur pied en fait des mesures spéciales pour essayer d'atténuer légèrement, ça vient de moi, pas de eux, les effets négatifs que la COVID a eu sur les femmes. Ces mesures sont très timides. Il va y avoir de grands chantiers sur l'après-COVID. Et je pense qu'il y a un enjeu majeur, que la reprise ne soit pas une reprise qui va créer plus d'inégalités. La COVID a exacerbé les inégalités, nous a mis de façon évidente les écarts. Est-ce que la reprise va se bâtir sur ces mêmes écarts-là ou va être une opportunité pour faire les choses autrement? Je suis terriblement pessimiste parce que quand on regarde qui se met autour de la table pour repartir, je regarde comment, puis là, je vais laisser la parole à Shirley, mais comment qu'on traite les personnes, les syndicats qui travaillent notamment directement avec les personnes dans le renouvellement actuel des conventions collectives, ça me semble de bien mauvais augure pour la suite du monde. Désolée d'avoir été trop longue. Je pense qu'avoir, en tout cas, les sourires, je ne crois pas que c'était beaucoup de reproches à cet égard. Et je pense que tu viens de mettre la table un peu pour que Shirley, je crois qu'elle a aussi beaucoup de choses à nous dire. Je te donne la parole. Donc, bonjour tout le monde. Vraiment, je suis vraiment heureuse d'être ici avec vous, vraiment. Tu sais, la FICPI représente vraiment 90% de femmes. Donc, tu sais, Lise, elle a raison. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans le réseau de la santé. Et quand on regarde tous les professionnels travailleuses de la santé, on est près de 89%. Je vais revenir un petit peu sur l'histoire, tu sais, pourquoi on est dans cet état-là en ce moment. On a vécu longtemps sous les libéraux. Hein? Le néolibéralisme qui a amorcé vraiment la privatisation du secteur public dans le réseau de la santé, sans compter l'austérité. L'austérité dans laquelle les libéraux nous ont plongés pendant des années. C'est des coupures majeures dans le secteur de la santé et de l'éducation. Mais par exemple, je peux vous donner des exemples. Le soutien à domicile, précisément, c'est un service qui est offert à la population. Ils ont
amorcer des grosses coupures pour transformer en sous-traitance. Je vous donne un exemple. Popote roulante. La popote roulante faisait partie intégralement du soutien à domicile, mais on a coupé ce service-là et on l'a transformé en sous-traitance qui devient privée. Ça, c'est un autre exemple aussi, c'est l'aide familiale. Il y avait l'aide familiale où la femme qui sortait de l'hôpital suite à un accouchement, elle pouvait recevoir des services d'une auxiliaire familiale qui allait l'aider pour l'adaptation avec le bébé, qui pouvait aussi dire à l'infirmière « Je pense qu'il y aurait une petite problématique avec l'enfant, je vois qu'il y a peut-être de la difficulté et tout ça. » On a eu la commission Laurent à DPJ et on ramène ces services-là parce qu'on voit que c'est vraiment nécessaire pour détecter s'il y a des problématiques. Et là, on parle vraiment de prévention. Il y a aussi eu, dans les années aussi où l'austérité est arrivée, un outil Lean. Un outil Lean qui, c'est vraiment spécifique sur de faire en sorte de diminuer le temps de visite des professionnels, que ce soit travailleur social ou infirmière, mais un être humain n'a pas à être compté. Chaque individu a sa propre guérison, sa capacité de guérison, et chaque individu est différent. Et les professionnels en soins ont besoin d'utiliser toute leur capacité sur leur jugement clinique. Elle n'a pas besoin de subir de la pression supplémentaire quand elle va visiter une personne pour donner des soins sécuritaires et de qualité à nos patients. C'est impensable de penser, de venir calculer son temps en lien avec ça. Après ça, il y a eu la réforme Barrette. La réforme Barrette qui est venue vraiment accentuer les décisions vraiment plus concentrées dans la haute direction. Donc, soit là, ça passe par le gouvernement ou ça passe par le PDG, les ressources humaines. Donc, la communication elle devient plus difficile sur le terrain. On nous a éloignés aussi avec nos gestionnaires. C'est plus difficile de communiquer si on a de la difficulté. Comment que la gestionnaire peut savoir quand on manque de personnel, tout ça. On a mis cette surcharge-là beaucoup sur les professionnels en soins. Fait que lorsque la pandémie s'est installée, on a agi comme à l'habitude. On a décidé de mettre toutes nos billes à l'hôpital, sans penser que c'était plutôt dans la communauté que la transmission serait agressive. Autrement dit, c'est à la dernière étape qu'une personne va se retrouver à l'hôpital. On ne prévient pas la COVID à l'hôpital. La personne qui se présente à l'urgence, c'est parce qu'elle est contaminée et elle a la COVID. Puis pourtant, et on l'a dit haut et fort, on a vraiment dit haut et fort, beaucoup de syndicats, on a eu l'expérience de la chaîne. Moi, j'étais là. J'ai participé à ça. J'ai organisé la vaccination et tout ça. Pourtant, on savait qu'avec la chaîne AN1, on devait mettre en place des mesures structurantes, on devait mettre en place la protection. La protection, c'était super important pour éviter la transmission, puis c'était très clair qu'on devait tous avoir des N95, peu importe de quel secteur qu'on venait. On a eu aussi le SRAS. C'est comme si on a oublié la promotion de la santé, la prévention, mais c'est là où les gouvernements, passés, présents, ont coupé. Donc, finalement, les éclosions, la transmission, elles se sont faites par transmission communautaire. Puis, le gouvernement avait fait le choix, quand les mesures sanitaires, l'urgence sanitaire est arrivée, ont fait le choix de remettre des équipements de protection aux hôpitaux en premier lieu. Puis, on a laissé pour compte les CHSLD, la santé communautaire. Je vous le dis, au début de la pandémie, les infirmières, là, en soutien à domicile, c'était pas drôle. Ils ne pouvaient même pas avoir des masques de procédure. Elles se fabriquaient des masques en tissu et se mettaient des sacs de poubelle pour se protéger dans leur voiture, pour ne pas
amené le virus. On ne savait pas comment toute la transmission, on ne connaissait pas le virus. Hein. Donc, quémandaient à l'employeur, quémandaient à leur gestionnaire pour avoir du Purell, des masques, ou elle se le faisait des masques par elle-même finalement, ou s'en allait acheter du Purell aux gens coutus, mais pour finir que, bon, on est en pénurie de produits, donc il n'y en avait pas. En tout cas, ça a été vraiment la catastrophe au début. Et vous avez entendu aussi en CHSLD tout ce qui s'est passé, précisément aussi avec le CHSLD privé Aaron, où l'on a fait vraiment la découverte de plusieurs patients décédés de la COVID. La même chose pour les travailleurs de la santé, pas de masque, pas de procédure aussi en hébergement, pas d'uniforme de protection. On a vu à certains endroits des gens habillés avec des sacs de poubelle, faute de ne pas avoir d'uniforme pour se protéger. Il y a aussi l'autre constat qui est arrivé, c'est, vu qu'on n'a pas travaillé sur la transmission communautaire, l'accès interdit aux proches aidants, que je vous rappelle, qui est aussi majoritairement des femmes. C'est occasionné par le manque d'enseignement sur la prévention, la transmission communautaire et la prévention dans les établissements. Ça manquait beaucoup. Donc, ça a démontré vraiment les coupures que le gouvernement a occasionnées depuis vraiment plusieurs années. Donc, les coupures de postes par manque de personnel ou, par exemple, que vous avez sûrement entendu dans les médias, une infirmière de nuit pour 200 patients, par exemple, en CHSLD. Donc, les proches aidants étaient beaucoup là pour compenser le manque de personnel, où c'était vraiment quasiment nul dans les structures décisionnelles. Tu sais. Donc, depuis le début de la crise, les décisions des professionnels en soins ont été diluées, quasiment nulles aux structures décisionnelles. Pourtant, nous avons l'expertise, c'est nous qui subissons les méfaits sur la mauvaise gestion, des décisions. On se cadre depuis des années, on revendique, on ne nous a pas écoutés, on a été obligés d'aller au tribunal pour avoir des protections adéquates pour éviter la transmission. Si on avait fourni une protection adéquate depuis le début, N95, des gants, des uniformes, depuis le début de la crise, et ça dans tous les secteurs, précisément d'avoir commencé par la santé communautaire, je crois sincèrement qu'on aurait évité tous ces décès massifs en CHSLD. La santé publique, pour moi, Lise l'a dit tout à l'heure, est responsable d'appliquer les mesures sanitaires. Elle devrait être autonome. Là, elle a été fusionnée dans les CIS et CIUS. L'impartialité, le côté imputable, on se questionne vraiment qu'est-ce qui est arrivé dans l'urgence sanitaire et dans la crise. Puis, on a vu passer aussi des difficultés de communication, mais elle est redevable à la population. Donc, elle a subi d'énormes coupures par les gouvernements, je crois à peu près environ 30 millions, et ça a occasionné vraiment une grande difficulté dans ses actions, comme l'efficacité d'agir en amont, de répondre aux besoins des établissements, la difficulté dans la communication pour informer les personnels lors d'éclosions. Des fois, on arrivait en place, puis finalement, c'est en éclosion, pas de matériel, pas d'uniforme, pas de protection. Fait qu'il faut vraiment revoir nos façons de faire, accentuer davantage sur la prévention. Quand sur la question sur les travailleuses de la santé depuis le début de la COVID, les échos sur le terrain, c'est pas facile. C'est pas facile parce que, je vous ai parlé tout à l'heure, tout le système, l'austérité et les coupures, quand on ne nous donne pas les moyens, aucune reconnaissance, aucune écoute, on t'impose des conditions de travail inconciliables avec ta famille ou tes études. Il y a de quoi rendre quelqu'un malade, là. On a fait face à une impuissance grande. L'urgence sanitaire a été déclarée le 13 mars 2020 et on nous a imposé des décrets, des arrêtés ministériels qui ont été reconduits sans cesse. Hein? Et ça nous obligeait à être à temps complet, de diminuer nos vacances,
la surcharge de travail qui était déjà présente, mais qui s'est accentuée avec la pandémie. Le temps supplémentaire obligatoire que vous avez sûrement entendu pendant les médias depuis des années, elle s'est accentuée. Faire face surtout à cette impuissance-là, c'est quelque chose de plus grand que nous. Il a dû intervenir, les syndicats ont intervenu de front là-dedans, mais qu'est-ce qui est dommage, c'est d'avoir à aller plus loin, aller au tribunal pour se faire entendre. C'est ça qui est dommage, parce que si on nous avait écoutés depuis le début, on est convaincu qu'il y aurait eu un changement dès le départ. Disons aussi que le droit du travail, les conventions collectives ont été bafouées dans le secteur de la santé, sans compter aussi la charge mentale des professionnels en soins qui est vraiment, les femmes en général, l'a démontré, les inégalités. Lise aussi en parlait tout à l'heure, c'est vraiment à son plus haut niveau. En 2020, l'IRIS, ça chiffrait le manque de place aussi en CPE. Mais nous, on a eu des échos de ça, de nos professionnels en soins. C'est sûr que c'était difficile à chiffrer, mais on a eu beaucoup de témoignages de professionnels en soins qui ont eu de la difficulté à avoir une place pour leurs enfants, surtout en retour de leur congé parental. Et cela aussi, ça aurait pu avoir notamment comme conséquence de les obliger à occuper un poste à temps partiel. Mais vu qu'on a des arrêtés ministériels et des décrets, ça n'a pas été possible. Il y a aussi eu beaucoup le délestage. Donc, ça, c'est on déplace la main-d'œuvre pour un service en manque d'effectifs ou en crise d'éclosion. Donc, tous les personnels, je vous donne un exemple parce que c'est ça qui est arrivé, tous les personnels qui travaillaient dans le service pour les maladies transmises sexuellement, ils ont tous été délestés en CHSLD. La travailleuse en santé se retrouve avec une clientèle où elle n'a aucune expertise, elle n'a aucune information, elle n'a aucune formation non plus et elle est laissée à elle-même. Elle arrive sur le département, on va lui donner peut-être, bon, voici, va t'occuper du patient, mais je fais quoi? Et toujours pas d'équipement. Donc ça a été vraiment catastrophique, mais ça a duré très, très longtemps. Il y a eu aussi à recadrer, mais comme je vous ai parlé plus haut, la santé publique avait de la difficulté à rejoindre le personnel sur le terrain pour faire qu'est-ce qu'elle avait à faire ou donner la latitude pour établir comment éviter les transmissions. Aussi, les femmes ont eu une moyenne de 27 heures de plus de tâches liées aux soins des enfants pendant la pandémie, alors que les hommes ont eu en moyenne 13 heures de plus. Fait que ça a vraiment aussi creusé l'écart de la répartition des tâches, des soins aux enfants entre les femmes et les hommes. Il y a aussi en juillet 2020, puis comparativement en janvier 2021, il y avait eu 48% des employés de la santé ont dit vivre la détresse psychologique. Ça, c'est 38 fois plus élevé que l'habitude et 10,4% très élevé. Pour 80% d'entre elles, cette détresse-là provient du milieu de travail. Donc ça, on a dû travailler énormément aussi là-dessus. Et dans la même étude que précédente, il y a eu 75% des répondants qui ont dit de ne pas avoir les moyens, parfois, souvent, ou tant de faire un travail de qualité. Ça aussi, les professionnels en soi ont besoin de donner des soins de qualité et sécuritaires. Nous, notre sentiment d'impuissance, c'était surtout là-dessus. On n'arrivait pas à finir notre travail. Donc, c'est à peu près 88% des infirmières sondées qui disent être parfois, souvent ou tout le temps contraintes de travailler d'une façon qui heurte leur conscience professionnelle. C'est comme je vous dis, c'est notre valeur. On veut faire notre travail comme il se doit pour protéger la population. Il y a aussi, à titre de comparaison, il y a à peu près 27% des travailleurs au Québec qui vivent la détresse psychologique. Donc, on peut faire en sorte que
de comparer les professionnels en soins et la société en général, c'est sûr que quand on te met toujours dans une situation stressante, la détresse psychologique est plus présente. Et je voulais aussi parler de la communauté ethnoculturelle par rapport à la santé mentale. 27% des personnes sud-asiatiques ont déclaré aussi avoir une mauvaise ou une très mauvaise santé mentale, 20% des personnes noires aussi, et 18% des personnes d'origine chinoise ont déclaré pendant la pandémie avoir une mauvaise ou des très mauvaises santé mentale. Mais c'est sûr qu'avec l'urgence sanitaire, avec tout ce qui se passe aussi avec la COVID, c'était pas évident pour elles comme travailleuses de la santé. Des insultes, elles en ont eu. En général, les femmes racisées travaillent dans un milieu plus à risque, effectivement. Elles dépendent plus du transport en commun. Plusieurs vivent dans un logement plus restreint. Ça rend difficile de s'isoler pour éviter les cas de contamination ou de transmission. Au Canada, il y a une femme noire sur 3 qui travaille dans le domaine de la santé et dans les services sociaux, dont une femme d'origine haïtienne sur 2. Aucune des personnes qui ont appliqué au programme de résidence permanente mis en place par le gouvernement pour les personnes dispensant des soins directs aux patients n'a été acceptée au Québec comme résidente permanente entre mi-décembre 2020 et mi-avril 2021. Et il y a eu 7577 personnes qui ont envoyé leur demande pour bénéficier du programme. Dans les quartiers montréalais, où les personnes noires sont plus nombreuses, donc Montréal-Nord, 14% de plus que la population, il y avait, lors de la première vague, presque 3 fois plus de cas de COVID dans les quartiers où les personnes noires sont quasiment absentes. Encore une fois, c'est des choix politiques économiques. Quand je parle de choix politiques économiques, les établissements ont fait des choix avec les moyens qu'on leur a donnés. Fait que des fois, c'est parfois involontaire, mais une chose qui est claire pour moi, comme infirmière du Centre-Sud, qui a travaillé avec une clientèle en milieu défavorisé, avec tous les services et les soins que cela comporte, Montréal-Nord devrait être aussi financé à la même hauteur que le Centre-Sud. On devrait avoir des infirmières de proximité qui se promènent dans la rue, dans les organismes, faire des soins dans les milieux communautaires. La santé publique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle s'est fait couper 30 millions. Elles ont pris une décision sûrement difficile pour elles, mais je sais particulièrement qu'il y a beaucoup d'organismes communautaires à Montréal-Nord ou d'autres groupes qui ont demandé de l'aide de financement. J'ai essayé d'aider énormément Montréal-Nord à essayer de créer des projets, des programmes, mais triste de constater que le financement n'est jamais là, où les CIUS décident de donner le financement ailleurs. Et je sais qu'il y a eu plein de tentatives aussi de santé et d'éducation, mais le financement n'est toujours pas là. Si on regarde les cas de COVID par CIUS, le Centre-Sud, là je parle à peu près côté habitants, le Centre-Sud est à 4353 cas sur 1000 habitants. Mais la particularité de Centre-Sud, c'est là où je travaille, il y a un programme d'itinérance. L'itinérance est présente. Il y a les jeunes de la rue. Et il y a tout le programme de toxicomanie. Comparativement à Montréal-Nord, où les cas de COVID sont à 7203 sur 1000 habitants. Donc, pour moi, la prévention, les moyens ont été donnés à Centre-Sud et moins à Montréal-Nord. Donc, force de constater que la seule différence entre ces territoires-là, entre le Centre-Sud et le CIUS-Nord, c'est la couleur de la peau. Donc, les structures en place, les décisions financières, les choix politiques pointent directement sur le racisme systémique. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, malgré que des fois c'est un caractère
parfois involontaire, mais cette forme de racisme a pour effet de perpétuer les inégalités vécues par les personnes racisées, notamment en matière d'éducation, de revenus, d'emploi et d'accès au logement et aux services publics dans le réseau de la santé. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup, Shirley. On a dépassé un peu, mais je pense que ça valait beaucoup la peine de dépasser. Merci à vous trois. Je ne pense pas qu'on avait des doutes, mais maintenant, on a encore on a des images aussi, des éléments concrets. On parle souvent dans nos milieux universitaires d'intersectionnalité. Et je pense qu'à vous trois, vous avez bien montré comment l'interaction entre genre, racialisation et pauvreté est importante. Et je vous invite, tout le monde, et celles et ceux qui le souhaitent, à ouvrir vos caméras, si c'est possible pour vous, bien entendu, pour l'échange. J'ai déjà un commentaire dans le chat, mais j'invite aussi les panélistes, si elles le souhaitent, à s'interpeller entre elles. Et évidemment, à vous, là, toutes les personnes qui êtes là avec nous aujourd'hui, à poser des questions. Il y a Kate qui est discrète, mais qui va aussi m'aider à gérer le chat et les mains levées éventuellement. Pour l'instant, on a un commentaire qui s'adresse à Shirley. Je me souviens avoir assisté au HEC à une conférence au sujet de la santé numérique peu de temps avant la pandémie, au cours de laquelle l'un des hauts responsables du ministère de la Santé du Québec a déployé une bannière sur toute la largeur de la salle de conférence qui détaillait la complexité de l'organigramme de ce ministère. Et ce responsable s'est empressé de préciser qu'il ne s'agissait qu'environ que de la moitié de l'organigramme complet de la santé. Question? Voilà. Je sens que la question va être petite, Shirley. Est-il temps, vu les aléas de cette désorganisation et ses conséquences sur la pandémie actuelle, de remettre les choses en place et d'apporter toute la logique interne requise pour le fonctionnement harmonieux du ministère de la Santé, incluant santé publique, CHSLD et ainsi de suite? C'est un commentaire de Jean-Noël Béliveau. Si tu veux répondre, Shirley. C'est pas une petite question, alors. Non, c'est pas une simple question, mais en même temps, c'est ça. Dans le fond, le gouvernement, on nous a fusionnés par fusionner. Donc, c'est sûr que je trouve que la grosse échec en ce moment, c'est la santé publique qui a été fusionnée, qui je crois précisément qu'au niveau de l'urgence sanitaire, ça a fait en sorte qu'elle n'a pas pu faire ce qu'elle avait à faire. Elle ne pouvait pas mettre en place la prévention, l'enseignement à l'établissement, agir plus rapidement là, comme service qu'elle est supposée de faire. Et il y a aussi, elle a eu 30 millions de coupures budgétaires, donc il faudrait réinvestir à la santé publique et laisser cette identité-là, cet établissement-là seul. Donc, moi, je l'enlèverais des CIUS parce qu'à un moment donné, elles sont prises aussi avec les décisions des PDG. Mais ça ne devrait pas arriver. Je trouve qu'il y a un conflit d'intérêts à ce moment-là. Puis, en hébergement aussi, peut-être qu'il devrait... c'est sûr que le gouvernement a décidé de rendre les CHSLD privés, semi-publics, tout ça. Bon, c'est pas tout à fait clair qu'est-ce qu'il va faire, mais c'est clair que au niveau de l'imputabilité, ça revient au gouvernement de s'assurer que les soins aux aînés soient donnés de façon sécuritaire et excellente. Donc, il y a ça, mais il y a aussi les choix du gouvernement. Je crois que le gouvernement doit faire une relance économique féministe. Et après cette crise-là, de façon générale, en général, après une crise comme ça, on nous annonce l'austérité. Il ne faudrait pas que ça arrive.
On l'a déjà vécu avec les libéraux, là. Il ne faudrait pas que ça arrive. On a besoin d'investissements dans le système public, dans l'éducation, dans le réseau de la santé, dont les femmes sont majoritaires. Donc, puis c'est elles qui ont été le plus touchées. Dans la pandémie, ça, pour nous, c'est clair. Donc, il faudrait investir pour prévenir une autre crise. Puis, il faut investir aussi pour améliorer les conditions de travail, investir dans les services publics pour éviter vraiment les ruptures de services, éviter l'épuisement professionnel et vraiment, vraiment appliquer l'outil d'ADS+, pour favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. Merci. Joanne, est-ce que je peux complémenter? Oui, bien sûr, Kim. Là, j'ai juste pour une petite gestion, je vais m'assurer. Lise, est-ce que j'ai rêvé ou tu as levé la main? On ne t'entend pas. Je suis tellement pas habile. Oui, mais j'irai après M. Normand puis Kim. OK, c'est bon. Voilà. En fait, mais premièrement, merci Lise. Premièrement, écoute, merci beaucoup pour vos interventions. C'était fort intéressant. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et c'est tellement pertinent qu'est-ce que vous avez dit. Je veux juste complémenter avec quelques petites informations, puis ensuite un peu mes impressions depuis le début de pandémie, surtout en lien avec comment je vais décrire ma relation avec le gouvernement Québec. Petite parenthèse. Je pense que juste pour complémenter Lise rapidement, dans notre étude, on aurait pu couper ça homme-femme, puis c'est les mêmes tendances. Alors, juste pour supporter tout ce que vous avez dit, j'aurais pu présenter ça en fonction des hommes et des femmes, et c'est les mêmes tendances, et même encore plus exagérées que chez des minorités ou des gens qui sont en bas de la seuil de pauvreté. L'autre chose, pour complémenter Shirley, j'ai eu l'occasion de présenter beaucoup de conférences auprès des travailleurs de la santé en termes de gestion de stress, comment gérer tous les changements en milieu de la santé. Et juste pour complémenter vos statistiques, jusqu'à 20% des cas, surtout lors des 2 premières vagues de la COVID, se retrouvaient chez des travailleurs de la santé. Ils sont à l'heure actuelle presque 12 fois plus à risque de tester positif. Et si on regarde des statistiques actuelles jusqu'au mois d'avril, je crois, environ 10% de tous les cas au Canada étaient chez des travailleurs de santé. 1 cas sur 10 quand même, juste pour supporter un peu toutes les données que vous avez partagées. L'autre chose en lien avec toute la détresse qu'ils ont vécue et toute la détresse qu'ils vivent actuellement, et c'est, n'oubliez pas, quand on est en mode de stress aigu, okay, dans la phase de crise, bien, il y a beaucoup de systèmes du corps qui se mobilisent pour nous aider à faire face. Alors, d'après moi, je ne sais pas, Shirley, vous êtes d'accord, mais les séquelles de tout ce qu'ils ont vécu depuis les 18 derniers mois sont encore à se présenter, sont encore à se dévoiler. Et on sait que si on fait des recherches auprès des travailleurs de la santé à travers du monde, 50%, 1 sur 2, rapportent des symptômes d'anxiété, de dépression graves, sévères. 1/3 rapportent des problèmes d'insomnie. 71% rapportent des sentiments de stress, détresse ou des inquiétudes chroniques. Et tout ça, comme vous avez dit, Shirley, ça se retrouve plus chez des femmes et des gens qui occupent des postes, on va dire, en plus bas dans l'hiérarchie. C'est plus des infirmières, des préposés. C'est un peu moins chez des médecins, mais quand même, les médecins vont en ressentir aussi. Mais pour complémenter, juste pour mettre des choses en perspective, au Québec, n'oublie pas, plus que 70% de notre budget annuel, ça va pour payer tout ce qui est en lien avec notre système de santé. Alors, à la base, notre gouvernement, ils sont des gestionnaires de systèmes de santé. Et les 2 personnes qui sont à la tête de ça, c'est 2 hommes d'affaires qui ont, malheureusement, je parle de M. Legault et M. Dubé, aucune expérience en santé. Au moins, Couillard en avait et M. Barrette, bien qu'ils n'étaient pas nécessairement les meilleurs non plus, mais bref. Tout ça pour dire, ça peut expliquer un peu leur mode de fonctionnement, mais à la base, ils sont des hommes d'affaires qui peuvent expliquer pourquoi leur préoccupation, c'est le système et non les patients et non le peuple. Et l'autre chose, c'est que
j'aime beaucoup ce que vous avez dit, Shirley. Dans le système de santé, c'est dans ça que je travaille depuis presque 25 ans maintenant. It's so depressing. Mais en tout cas, ça pour dire, je travaille historiquement dans la prévention des maladies chroniques. Okay, dans le domaine de maladies chroniques, qui était jusqu'à cette année les plus gros problèmes en termes de santé, là, les plus grandes causes de mortalité. Mais tout ça pour dire, je me bats contre un système de santé, une culture qui est axée sur le traitement. On va attendre que les gens tombent malades avant d'agir. Et écoute, je pense qu'il y a une chose que la COVID a soulevée, c'est l'importance de changer ce paradigme. Il faut absolument qu'on commence à reconstruire non seulement notre système de santé, mais notre société. OK, parce que ça prend un peu de formation et tout auprès de la population. Il ne faut pas attendre de tomber malade pour commencer à se préoccuper. Il ne faut pas attendre d'avoir un trouble cardiaque ou un diabète pour commencer à penser à nos comportements de santé ou tout ça, parce que dans très peu de temps, on va faire faillite. Ce n'est pas compliqué. Alors, tout ça pour dire, ça soulève des énormes problèmes. Il y a quand même des solutions, mais je pense qu'à la base, notre plus gros défi, c'est que le plus qu'on prévient, le moins que certains acteurs dans tout ça vont en faire en termes d'argent et d'autres choses. Oui, Shirley, c'est très bien. Alors, je me fais, écoute, même si c'est enregistré, c'est correct, je me suis fait dire par un cardiologue très renommé au Québec, à Montréal, ici, écoute, on veut soutenir tout ce qui est réadapte, prévention et tout, mais pas trop, parce que vous savez, pour chaque patient où on prévient quelque chose, bien, il y a moins de pontage, il y a moins d'angioplastie, il y a moins d'interventions qui le facturent. Bon, il a dit ça off the record. Alors, ça pour dire, juste pour que vous sachiez, il y a beaucoup de conflits d'intérêts et ça prend un changement monstrueux au niveau de la société et notre système de santé. Et je pense que c'est essentiel parce qu'on va faire faillite. On va faire faillite, c'est pas compliqué. Alors voilà, je laisse la parole aux gens, d'après que je vous ai scandalisé. Merci, en tout cas. Je veux, avant de donner la parole à Normand Mousseau, qui est un de nos panélistes, oui, qui va être avec nous demain. Ça, moi, mon sens de la journée, non, cet après-midi. Oui. Mais juste pour vous dire, on a prévu de terminer à 11h30 et ce que je ferai, c'est que 2 ou 3 minutes avant, comme faire une clôture, mais si nos panélistes et d'autres personnes souhaitent rester un petit peu pour discuter, c'est OK. Donc, on ne va pas fermer la salle brutalement, on va faire comme si on était dans une vie en présence et on peut continuer à jaser un petit peu. Bon, à un moment donné, je vais vous dire que je vais aller manger, mais à part ça, ça va aller. Normand. Oui, merci beaucoup vraiment pour vos interventions. J'aurais beaucoup à dire. Je vais juste poser une question ici. Parce que, juste à Kim Lavoie, vous avez présenté les statistiques et en fait, quand on regarde la France par rapport au Brésil puis aux États-Unis, c'est très similaire en termes de mortalité, là, un petit peu moins en termes de nombre de cas. Or, le Canada se positionne dans les indicateurs que vous aviez beaucoup moins bien que la France. Est-ce que vous avez une explication pour ça? Bien, écoute, c'est une excellente question. Mais une chose, c'est la France, bien que les Québécois, on pense qu'on est très similaires, mais il y a certaines choses où on n'est pas très similaires. Et je pense que c'est en partie un phénomène de reporting, qu'est-ce que les gens vont rapporter. Et l'autre chose, c'est que tout dépend de quels sont le degré de sévérité des politiques qui ont été mis en place. Et dépendamment du moment du sondage, il y avait beaucoup plus dans cet résultat que je vous ai présenté, beaucoup plus de Français qui ont répondu au début de la pandémie versus vers la fin. Et au début de la pandémie en France, Macron était effectivement très lent pour implémenter des mesures plus strictes. Alors, à titre d'exemple, pour ce qui est du couvre-feu en France,
c'était seulement après que la France avait 30 000 cas par jour, qui est arrivé mi-octobre 2020, qui a décidé d'implémenter pour la première fois le couvre-feu. Et c'était assez strict à partir de 18 h le soir. Et il a réussi à réduire, si vous voulez, le nombre de cas. Ça a été diminué de 30 000 à 3 000 par jour à l'intérieur de 2 mois. Alors, ça pour dire, je pense que c'est une réflexion de la sévérité des mesures qui ont été mises en place et aussi en fonction de l'épidémiologie de la maladie dans ce pays-là. Alors, je pense que c'est une partie, parce que qu'est-ce qu'on capte ici, c'est l'impact de non seulement la maladie, mais aussi des mesures de prévention. Et je pense que dans l'ensemble, comparativement au Canada, où les mesures dans l'ensemble étaient plus strictes dès le départ, on a été, je pense, un peu trop lent pour démarrer, là. Mais à partir du moment où on a démarré, si on regarde nos politiques comparativement à d'autres endroits, ils étaient généralement plus sévères. Je pense que c'est pour ça qu'on éprouvait des impacts psychologiques et autres plus sévères. Ouais. Merci Kim. J'avais sur ma liste Lise et ensuite Noémie Trosseil. Il y a une partie de ce que Kim a rajouté que j'aurais endossé. Mais je pense qu'il fut un temps, puis je vois Daniel Forêt où on a rêvé au Québec d'avoir des CLSC qui travaillaient sur les déterminants de la santé et qui avaient une approche à la fois territoriale, mais plus généraliste du bien-être des populations. Et là-dessus, il y a eu des coupures, des réalignements. On les a fusionnés avec les CHSLD. Après, on les a fusionnés dans des CIUS. Mais toute cette évolution-là a fait en sorte qu'on a enlevé complètement l'essence même du travail sur les déterminants, sur les collectivités, sur les communautés, qui a été fort important pour réagir. Puis je pense à ce que Shirley nommait sur Montréal-Nord, que tu as tout à fait raison. On pourrait parler de parc extension et de Côte-des-Neiges, qui sont les quartiers encore très vulnérables pour la troisième vague qu'on vit actuellement. Donc, il y a quelque chose qui questionne et Kim a raison aussi. Tout ça, ça nous amène radicalement dans un mur. Donc, il faudrait réagir, mais je ne vois pas qui va être porteur de cette réaction-là à court terme, parce qu'on n'entend pas, outre dans des espaces comme celui-ci, un vrai discours organisé pour proposer des alternatives. Je voudrais juste terminer par rappeler qu'un jour, il faudrait peut-être dire qu'il faut que ça arrête. À la fois cet investissement-là hospitalo-centriste, le rôle d'une forme de médecine, parce qu'il y a plein d'autres formes de médecine qu'on n'entend pas, mais il y a aussi de dire qu'il faut que le bien-être des personnes passe par autre chose que l'absence de virus. Et là, on a vu, qu'est-ce qu'on a fait avec les personnes handicapées? Qu'est-ce qu'on vivant en situation de handicap? Qu'est-ce qu'on a fait? Et là, on n'a pas parlé de comment ça s'est vécu en région, dans des zones isolées où Internet à haute vitesse n'est pas là, où tu es encore plus isolé face à la situation. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important à questionner, mais aussi c'est inacceptable et on devrait le crier haut et fort, mais on ne l'entend pas. Donc, c'est aussi pour ça que je pense que la reprise devra être, comme disait Shirley, socio-économiquement féministe. Mais bon, avec M. Legault, je ne suis pas sûre. Bon. Ben, on a du travail devant nous et je ne suis pas sûre d'avoir toutes les réponses. Je dirais que, évidemment, c'est comme très, très, très proche des interrogations de l'Institut qui est là-dedans, en fait, depuis son existence. C'est autour de ça. C'est autour de l'idée que la santé, c'est un enjeu de société et pas un enjeu d'hôpital. Mais je vais d'abord donner la parole à Noémie.
Vous me pardonnerez les prénoms, ça m'évite de massacrer un peu vos noms de famille. Merci, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Super. Alors, bonjour, moi je suis chargée de projet pour le Centre d'expertise sur le bien-être et l'état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d'asile. Donc, on est basé au CIUS Centre-Ouest. Puis, déjà, merci beaucoup pour vos présentations qui sont extrêmement pertinentes. Puis, je trouve que mon commentaire va aller parfaitement dans la continuité de ce que Lise vient de nous dire. Moi, je me demandais, c'est sûr qu'au niveau de la population qu'on dessert au CERDA, ma question va peut-être aller plus à Kim, mais je me demandais s'il y avait des choses qui ont été faites au niveau du statut migratoire en termes de vulnérabilité, parce que Lise parlait tantôt de aussi Parc Extension, puis Côte des Neiges, qui sont quand même des quartiers d'immigration très récentes. Puis, les réfugiés, les demandeurs d'asile sont quand même une population qui est reconnue comme ayant une santé mentale déjà fragile. Donc, quand on parle d'exacerbation de difficultés par rapport aux mesures sanitaires, etc., je pense que ça peut venir effectivement exacerber les difficultés que peuvent vivre ces populations-là. Donc, je me demandais si dans l'étude iCare, est-ce que il y a eu une différenciation par statut migratoire parce que c'est extrêmement difficile de trouver des données là-dessus. Oui, bien, écoute, c'est une excellente question, Noémie, et on n'a pas fait cette analyse-là, mais on a les données. Alors, dans deux formes. On demande aux gens de partager leur statut civil, là, pas civil, mais est-ce qu'ils sont résidents? Exactement. Alors, on a le données. Et l'autre chose, c'est qu'on a aussi des codes postales pour nos données représentatifs. Alors, ça nous permet de regarder secteur par secteur, bien que ce n'est pas aussi fine que d'avoir des données sur le statut pour tout le monde, mais ça peut au moins nous donner une indication dans certains quartiers, qu'est-ce qui se passe. Alors, pour revenir à des propos de Shirley aussi, on peut regarder, par exemple, c'est quoi la détresse à Montréal-Nord versus au Centre-Sud. On demande aussi, est-ce que vous êtes un travailleur essentiel? Est-ce que vous êtes un travailleur de la santé? Alors, on peut regarder à l'intérieur de ces sous-groupes-là. Alors, justement, on a essayé de prévoir un peu les groupes vulnérables pour justement pouvoir faire des analyses en fonction de ça. Alors, si vous êtes intéressé, vous avez des étudiants ou d'autres mondes qui sont intéressés à regarder ces données-là, on est là pour ça. Alors, on est ouverte pour la collaboration à tout le monde. OK, c'est merveilleux. Je pense que je vais vous envoyer un petit courriel après la conférence. Merci. Excellent, parfait. Merci. Catherine, avant de te donner la parole, Catherine Delivière, je vais quand même, parce que je vois des gens qui nous quittent, je vous rappelle que cet après-midi, nous avons un autre panel qui sera animé par Carole Clavier, qui est professeure en sciences politiques. Et c'est Catherine qui est... Au fait, c'est moi qui anime de cet après-midi, Joanne. Cet après-midi, qui sera animé par Catherine Pigeon, et celui de demain, qui sera animé par Carole Clavier, qui est un membre du Conseil interfacultal de l'Institut Santé-Société et qui est professeur en sciences politiques aussi. Et j'aimerais aussi vous rappeler, on aura l'occasion évidemment de se voir cet après-midi demain, mais pour celles et ceux qui sont moins familiers avec l'Institut, on ne peut pas faire... On n'a pas des millions de pouvoirs, ni des millions. On est essentiellement 2 personnes à œuvrer dans l'Institut. Mais on peut favoriser les échanges, favoriser les contacts, les mises en relation. Ça fait beaucoup partie du rôle de l'Institut. On peut soutenir des démarrages de projets. Et dans ce contexte-là, en offrant justement nos expertises. On n'est pas très riche non plus, mais on peut offrir, on est très riche en capacité, en contact, en relation, en habitude de faire des choses comme ça. Il ne faut pas hésiter à nous contacter, qui est l'adresse qui est iss@ucam.ca. Une chose, Joanne, rapidement là-dessus, si jamais parmi vous ou vos collègues, vous avez des analystes, des gens qui font des statistiques en maths, en épidémiologie ou whatever, on a énormément de données à exploiter, on a de l'argent pour les payer, mais on est misère à trouver des gens.
Alors, si jamais, je pense que je vais contacter Geneviève Lefebvre en mathématiques, mais tout ça pour dire, si vous êtes des étudiants, on a des bourses d'été, on a de l'argent. Écoute, on a beaucoup de misère à trouver des gens pour analyser toutes nos données. On est nombreux comme équipe, mais c'est une expertise particulière. Alors, on est capable, nous, mais on a quelques analystes, on a besoin de plus. Alors, si jamais, c'est une invitation ouverte. Merci. Catherine. Oui, merci beaucoup. Je suis désolée de rallonger le temps, mais je ne pouvais pas m'empêcher de poser des questions. D'abord, je voulais vraiment vous remercier, tous les panélistes, c'était extrêmement intéressant. Et j'avais une question qui s'adresse à Kim concernant les données qui ont été présentées. Ça m'intéresse beaucoup, bien sûr, parce que je me suis intéressée beaucoup à la question des mesures. Ce qui a été présenté présentait davantage le Canada comme dans son ensemble, mais on sait que les mesures ont été quand même différentes entre les provinces et que le Québec particulièrement, en tout cas moi dans la spécialité qui est la mienne, là, qui est la question du handicap et de l'autisme et tout ça, on a eu vraiment des mesures qui étaient quand même assez différentes à travers le Canada. Donc ma question, c'est de savoir, est-ce que la détresse que vous avez mesurée puis les impacts étaient plus grands au Québec qu'ailleurs, étant donné que les mesures, en tout cas sur certains points de vue, là, étaient plus contraignantes au Québec et que la pandémie aussi a eu des répercussions en termes de décès, tout ça plus important? Bien, c'est très intéressant comme question, mais premièrement, je vais commencer par la deuxième et je vais revenir. C'est très peu connu ou compris, mais le Québec a un taux de décès parmi les pires au monde. Okay? Au monde. À un moment donné, c'était pire que les États-Unis, c'était pire que le Brésil. Et je trouvais ça scandaleux que M. Legault et M. Dubé, quand on parlait de ça, là, je pense que ça fait quelques mois quand même, ils ont dit, bien écoute, si on enlève les personnes âgées dans la CSHLD, bien c'est pas si pire. En disant, quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ces décès-là, ça compte pas? Anyway. Don't get me started. Anyway, mais pour revenir à votre deuxième question, oui, on a fait des analyses qui comparaient les impacts au Québec versus au Canada. Puis la tendance générale, c'est que c'est pas mal comparable, sauf qu'au Québec, on observe des légères, c'est un peu moins pire. Alors, surtout au niveau de santé mentale. Si vous me permettez rapidement, c'est pas un beau diapo, là, mais juste vous permettez de juste donner un exemple. Est-ce que vous voyez ou pas? Oui, excusez-moi, est-ce que vous voyez? Oui. OK. Oui. Alors, vous voyez, Québec, sont en bleu, Canada en rouge, et ça, c'est les autres provinces. OK? Alors, vous voyez qu'ils sont un peu moins anxieux, un peu moins déprimés, mais la tendance, encore une fois, c'est un peu vers être un peu moins affecté. Si on regarde ici, ça, c'est en fonction des hommes et des femmes. Mais ça, c'est pas nécessairement séparé entre... ça, c'est chez des Québécois, excusez-moi. Alors, chez des Québécois, on voit que les femmes sont beaucoup plus affectées à tous les niveaux. OK? Alors, tout ça pour dire, les tendances chez les hommes et les femmes, c'est les mêmes chez des Québécois, Québécoises. Mais si on revient ici, que Québec versus les autres provinces, c'est un peu moins mal. Équivalent pour la perte d'emploi et selon le perte de revenus, le Québec rapporte avoir perdu moins de revenus. Pourquoi? On n'est pas sûr de ça, mais c'est quelque chose qui peut expliquer aussi pourquoi ils sont moins anxieux, ils sont moins déprimés, parce qu'ils ont été moins impactés de façon importante, surtout au niveau des impacts financiers et tout. Alors, ça pour dire, on a fait d'autres analyses en fonction de Québec versus le reste du Canada ou des autres provinces. Et si ça vous intéresse, bien, encore une fois, on a énormément de données, des milliers de répondants, puis ça me fait plaisir de partager ou vous envoyer des données. Si vous êtes à l'UQAM, c'est encore plus facile parce qu'on n'a pas besoin de signer des contrats de partage de données. Alors, c'est très facile. Moi, en tout cas, j'accepte avec plaisir, vraiment. Et puis peut-être via le doctorat, en tout cas, à voir, mais c'est sûr. J'espère qu'il y aura des collaborations qui vont pouvoir surgir de cet événement d'aujourd'hui. Oui. Joanne, je sais, bienvenue. Est-ce qu'il y a un autre commentaire? J'ai juste un petit mot que je veux dire avant que je dois vous laisser. Je te laisse le mot de la fin, peut-être, Kim. Bien, en fait, parce que c'est vraiment un appel à tous. C'est comme une invitation ouverte et je veux partager mon expérience justement pour vous encourager. Je pense qu'une chose que j'ai pu me constater, c'est que
pour faire face à ces crises-là, il faut s'assurer à la base d'avoir des bonnes personnes autour de la table. OK? Jamais on va avoir une réponse ou une solution pour un problème aussi complexe qu'une pandémie. Et il y a beaucoup d'apprentissage. Mais une chose que j'ai pu constater, c'est qu'à la base, la clé, comme j'ai mentionné dans la présentation, pour réduire la propagation du virus, c'était l'adhésion du public aux consignes sanitaires, autant des travailleurs de santé, la population en général et tout. Et c'était surtout dans l'absence des traitements, qui était le cas au début de la pandémie, et aussi dans l'absence de la disponibilité des vaccins, qui maintenant commence à être beaucoup plus disponible. Je vous encourage tous à être vaccinés. Mais ça pour dire, écoute, quand j'ai fait un peu de recherche, en guillemets, sur qui se retrouve autour de la table décisionnelle au Québec, j'étais profondément déçue qu'il y avait des grosses lacunes. Aucune experte en sciences comportementales. Ils pensaient, parce qu'il y avait des psychologues, par exemple, qui étaient expertes dans la psychologie clinique, la psychologie anormale, que c'est la même chose que comprendre, prédire le comportement normal des êtres humains. Et ce n'est pas la même chose. Alors, ça ne veut pas dire, écoute, je veux être là, appelle-moi. Non, mais c'est juste un exemple. Il y a d'autres lacunes au niveau des expertises. Et je pense que qu'est-ce que Shirley, qu'est-ce que Lise, vous avez partagé, ça soulève justement, on ne peut pas présumer savoir comment rejoindre certains groupes sans avoir de la représentation, sans avoir des experts qui travaillent étroitement avec ces groupes-là pour justement aviser le gouvernement. Et n'oublie pas, à la base, nos chefs sont 2 hommes, aucune expérience en santé, aucune expérience en travail social, etc. Et il n'y a rien de pire de ne pas savoir qu'est-ce que tu ne sais pas. Alors, j'arrête là-dessus. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les 3. Pour aller dans le sens de Kim, dans une étude réalisée auprès de 85 comités d'experts dans 85 pays différents, les comités d'experts sont composés à 85%, je recommence, les comités d'experts sont majoritairement composés d'hommes. Comme on sait, c'est les hommes qui travaillent dans le système de santé, c'est ce qu'on a entendu aujourd'hui, clairement. Alors, pour aller dans ton sens, Kim, il doit y avoir des manques d'expertise quelque part et des manques d'expertise terrain. Je vous remercie d'avoir partagé vos données, vos expériences, les réalités. J'espère qu'on aura d'autres occasions d'échanger. Je remercie à tout le monde d'avoir été là. J'espère qu'on vous verra quand vos horaires le permettent cet après-midi et demain matin aussi. Et, prenez soin de vous autant que possible et bon appétit. Et je vous invite tous, ceux et celles qui souhaitent, à continuer avec nous à 13h après le dîner, parce qu'on va se poser la question un peu de l'origine de ce qu'on a constaté aujourd'hui. Alors, ça risque d'être bien intéressant. Alors, au plaisir de vous y retrouver à 13h. C'est le même lien que la réunion d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez juste fermer votre caméra puis revenir au même endroit si vous avez envie de poursuivre avec nous. Merci beaucoup, puis merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci.